Ligne droite. Je suis pour, je suis contre, pour, contre. La table ronde. Jeudi dernier, le tribunal constitutionnel polonais a jugé plusieurs articles des traités européens incompatibles avec sa constitution. Le tribunal polonais considérait alors que les institutions européennes intervenaient au-delà de leurs compétences. Une façon donc pour la Pologne d'affirmer la supériorité du droit national sur le droit européen. Donc la réaction de la Commission européenne ne s'est pas fait attendre. Les droits européens sont supérieurs aux droits nationaux. La Pologne doit donc s'exécuter. Autrement, c'est facile. Les fonds du plan de relance européen seront bloqués. Environ quand même 24 milliards d'euros de subventions. Et on précise que pourtant ce fonds de plan de relance européen n'ont rien à voir avec le schmilblick du tribunal constitutionnel polonais. Mais c'est pas grave. En France, certains candidats annoncés ou pas d'ailleurs trouvent en la Pologne le modèle d'un retour de souveraineté, notamment évidemment Marine Le Pen et Éric Zemmour. Éric Zemmour, lui, parle d'un coup d'État fédéraliste. Il pointe du doigt l'Union européenne et annonce qu'il est temps de rendre au peuple leur souveraineté nationale. Ce qui est sûr, c'est que cette question de souveraineté des nations s'est déjà posée. La cour allemande de Karlsruhe, alors je suis nulle en allemand, avait elle aussi rendu un arrêt le 5 mai 2020 qui interdisait formellement aux organes constitutionnels, administratifs et juridictionnels allemands de prêter la main aux excès de pouvoir de la Banque centrale européenne cautionnée par la Cour de justice de l'Union européenne. Réponse alors, à cette époque déjà, de la Commission européenne dans la bouche de notre présidente de commission, Madame von der Leyen. Le dernier mot en droit européen est toujours prononcé à Luxembourg et nulle part ailleurs. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Alors, qu'en est-il? Primauté du droit européen au principe de subsidiarité. La souveraineté nationale est-elle encore d'actualité? Voilà la question qu'on va poser aujourd'hui dans notre table ronde avec nos trois invités. Gregor Pupinck, docteur en droit, directeur du Centre européen pour le droit et la justice. Bonjour Gregor Pupinck. Bonjour à vous. Sébastien Martin, professeur en droit public et directeur de l'Institut de droit de l'économie de Périgueux. Bonjour professeur Martin. Bonjour. Et Jacques Millard, ancien diplomate, membre honoraire du Parlement, maire de Maisons-Laffitte et président du Cercle Nation et République et de l'Académie du Gaullisme. Bonjour Jacques Millard. Bonjour cher ami. Alors pour commencer, je voudrais peut-être poser la question au professeur en droit public, Sébastien Martin. Qu'en est-il de notre droit aujourd'hui? Est-ce la primauté du droit européen s'impose-t-elle ou pas? Alors, pour les États membres de l'Union européenne, évidemment, la primauté s'impose. Vous parliez du tribunal de Karlsruhe, de la décision de 2020. Il y a quand même des décisions qui ont été déjà rendues bien avant, dès les années 60. Ce conflit en fait entre primauté du droit de l'Union européenne et supériorité de la Constitution sur les engagements internationaux, c'est quelque chose qui est aussi vieux que la construction européenne. Les difficultés, en fait, c'est de savoir comment résoudre un conflit de normes. Et là, les États, effectivement, à travers leur juridiction, n'ont pas forcément apporté tous la même réponse. Donc là, on a vu la réponse de la Pologne. Est-ce que la Pologne a le droit, sans sortir de l'Union européenne, d'affirmer la primauté de son droit national sur le droit européen ? Du point de vue des institutions de l'Union européenne, non. Mais quelque part, il y a un élément qui est essentiel. La Cour constitutionnelle polonaise, comme n'importe quelle juridiction des États membres, tire leur légitimité de la Constitution. Et si on prend l'exemple de la Constitution française, il n'est pas véritablement énoncé que le droit de l'Union prime sur tout le droit national, comme le voudrait la Cour de justice, mais au contraire, tous les engagements internationaux sont supérieurs aux lois, certes, mais toujours inférieurs à la Constitution. Donc il y a ce hiatus, en fait, qui existe partout et qui est difficilement conciliable et avec lesquels les juridictions ont parfois du mal à se concilier. Et on le voit avec la décision du Conseil d'État sur le RGPD concernant le renseignement, de la même façon, avait écarté la primauté du droit de l'Union européenne pour permettre le maintien de la loi française. Oui, puis il y a un problème de compétences, de domaine de compétences, c'est-à-dire qu'il y a certains domaines où les États-nations ont donné leur crédit à l'Union européenne, et d'autres où c'est à l'État-nation est censé, le gouvernement et surtout les juridictions sont censés garder la primauté, non? Certaines compétences.
Disons qu'il y a cette question dans le traité de Lisbonne qui est de dire on respecte les identités nationales des États. Et donc il y a cette idée que effectivement la primauté c'est l'élément phare du droit de l'Union européenne, c'est ça qui a permis l'intégration du droit de l'Union européenne dans les droits nationaux. Mais néanmoins le droit de l'Union européenne c'est pas une fédération, donc nécessairement il a reconnu ce respect de l'identité nationale. Et donc un certain nombre de juridictions, le Conseil constitutionnel français, comme le Conseil d'État, comme d'autres, se sont engouffrés dans cette brèche, pour reconnaître qu'il y avait certains éléments du droit constitutionnel qui ne pouvaient pas en fait se concilier avec la primauté et sur lesquels en fait on ferait toujours prévaloir le droit constitutionnel sur le droit européen. D'accord. Gregor Pupink, docteur en droit et directeur du Centre européen pour le droit et la justice. Alors, qu'en pensez-vous ? Vous avez l'habitude de travailler au niveau européen. Alors, qui a la primauté ? Est-ce qu'il faut préserver l'identité de l'État-nation ? Qu'en pensez-vous ? Alors, qui a la primauté ? Effectivement, c'est une question dynamique qui s'évalue dans le temps en fonction des projets politiques et des rapports de force. Donc là, ce que l'on voit, c'est très clairement qu'il y a cette décision de la Pologne, du tribunal constitutionnel, s'inscrit dans le contexte d'un conflit politique entre Bruxelles, entre l'Union européenne, la Commission européenne et la Pologne, ainsi que la Hongrie. Donc un conflit politique qui maintenant est ancien, qui date depuis l'arrivée au pouvoir du parti politique majoritaire en Pologne actuellement, donc depuis au moins 5 ans, et qui se décline sur différentes formes, qui se décline par la volonté ou la tentative de mettre en œuvre d'abord une procédure de sanctions contre la Pologne, mais qui aurait nécessité l'accord de tous les États membres de l'Union européenne, y compris de la Hongrie. Donc il s'est opposé au veto de la Hongrie, puis d'autres tentatives via le Parlement européen et via la Cour de justice. Mais sur quel fondement, la sanction ? En fait, c'est le fameux article 7 qui prévoit la possibilité de sanctionner, de priver de droit de vote des États membres. Et pour cela, il faut l'unanimité. Donc la difficulté, en fait, pour Bruxelles, pour la Commission européenne, c'est que ils sont en situation, en présence d'un gouvernement, même de 2 gouvernements et potentiellement de plus, qui ne sont pas exactement sur la ligne politique de l'Union européenne. Le conflit entre Bruxelles, Budapest et Varsovie a de nombreuses causes et il se manifeste par une pression exercée de façon très forte par les institutions bruxelloises sur ces États, sur ces gouvernements. L'un des motifs de ces pressions, on va dire, l'un des arguments utilisés par Bruxelles, mais je pense personnellement que c'est un argument ou même parfois un prétexte, plus que l'unique cause du désaccord, c'est celle qui porte sur la nomination des juges, précisément, tant d'ailleurs au départ en Hongrie qu'aujourd'hui en Pologne. Donc on reproche à la Pologne de ne pas respecter ce qu'on appelle l'état de droit, d'une part en raison des décisions qui sont prises sur un certain nombre de sujets. Notamment migratoires, sur les questions migratoires. Migratoires, questions de principe, questions de valeur, droit à l'avortement encore en décembre dernier. Et puis la question de la nomination et de l'indépendance des juges. Et ensuite, les différents moyens pour exercer une pression de la part de Bruxelles sur la Pologne sont employés avec assez peu de succès. J'ai évoqué notamment cette histoire de blocage des fonds de plan de relance européens qui ne sont normalement pas du tout liés à ces questions-là, de lignes politiques et tout ça. Et pourtant, on a bien l'impression qu'ils servent de chantage, en fait. C'est peut-être le seul levier vraiment d'influence que puisse disposer l'Union européenne, Bruxelles à l'égard des États membres, parce qu'effectivement, la Pologne est un pays bénéficiaire net de l'aide européenne. La Pologne a considérablement bénéficié des fonds européens et c'est ce qui fait penser qu'elle finira toujours par se soumettre à la volonté de l'Union européenne. Alors, c'est ce que pensent beaucoup de personnes à Bruxelles. Moi, j'étais encore en Pologne la semaine dernière. Moi, je pense qu'il y a une forme, on assiste à une montée aux extrêmes. Varsovie, le tribunal constitutionnel ne veut pas se coucher face à la pression croissante des institutions européennes. Finalement, la pression exercée par Bruxelles se révèle contre-productive parce que les Polonais sont aussi un peuple fier. Ensuite, ça s'inscrit
dans un contexte politique national. On sait bien que le gouvernement en place est dans une situation politique assez fragile. Il n'est pas certain qu'il puisse conserver sa majorité encore très longtemps. Peut-être qu'un climat de tension pourrait avoir une influence politique interne. Voilà. Ensuite, les questions financières, l'argent apporté par Bruxelles, encore une fois, ça relève de la menace. Oui. Voilà, je pense qu'on est dans une approche dynamique, mais qui malheureusement est de plus en plus répandue à travers l'Union européenne. La question de la primauté, c'est pas seulement le Brexit, mais c'est maintenant aussi effectivement la Pologne, et se pose aussi plus généralement, on a vu, comme cela a été dit, par le tribunal de Karlsruhe et même en France par le Conseil d'État. Oui, alors je vais donner la parole à Jacques Millard, donc je rappelle, un maire de Maisons-Laffitte, mais aussi président du Cercle Nation et République et de l'Académie du gaullisme. Alors le gaullisme, lui, appliquait la politique de la chaise vide. Aujourd'hui, réaffirmer sa souveraineté, on va dire juridictionnelle comme en Pologne, a été comparé à une montée du totalitarisme nazi, comme l'a sous-entendu Le Monde dans son illustration. Je ne sais pas si vous avez vu cette magnifique illustration où on voit se dérouler le drapeau du nazisme, enfin la croix gammée, à la place du drapeau polonais. Qu'en pensez-vous, Jacques Millard ? Écoutez, je pense qu'il faut reprendre un peu cela. Je suis assez d'accord à ce qui vient d'être dit. On a un conflit politique. Mais il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu, vous vous en souvenez, très souvent, notamment de la part des juridictions françaises, la volonté d'écarter une loi française qui était contraire à un règlement. Ça a été notamment le cas dans la chasse. Mais le traité de Lisbonne, il est très intéressant. Pourquoi ? Et ça, je regrette que nos amis ne l'aient pas souligné. C'est que contrairement au traité constitutionnel de Valéry Giscard d'Estaing, il est fondamentalement différent, car il a créé avec l'Union européenne une organisation internationale. C'est-à-dire que ce sont les États, et seulement les États, qui ont la compétence de la compétence. Or, effectivement, lorsque vous relisez l'article 5 du traité sur l'Union européenne, il est clair que l'Union européenne n'a que des compétences d'attribution. Et donc, c'est là où Karlsruhe est intervenu. C'est là aussi où le Conseil constitutionnel sont intervenus en disant le droit européen, oui, mais si d'aventure l'Union européenne va au-delà et tangente les principes constitutionnels que nous, Conseil constitutionnel, que nous, Bundesverfassungsgerichtshof, nous voulons préserver, eh bien, comme l'a dit très fortement la Cour constitutionnelle allemande, le dernier mot doit appartenir à la diète fédérale. Donc on voit bien aujourd'hui, ça a été souligné par Sébastien, qu'il y a un conflit. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il faut savoir que la compétence de la compétence, ce sont les États, à la différence du traité constitutionnel. Donc aujourd'hui, on l'a vu également dans des problèmes de protocole, etc. Lorsque la Commission attaque notamment, y compris l'Allemagne, pour ne pas respecter les traités, on voit bien qu'elle essaye de forcer le passage, mais qu'aujourd'hui, on sent une très forte évolution sur la reconnaissance que l'Union européenne doit rester à sa place, toute sa place, mais pas davantage. Et là se greffe effectivement un combat quasiment idéologique, parce que même nous en France, on est choqués par le fait que si jamais les juges polonais ne sont pas indépendants, ça pose quand même un problème. Alors Jacques Millard, on va revenir sur ce problème, mais il est 8h pile sur Radio Courtoisie, c'est l'heure des informations, on vous reprend tous les trois pour continuer cette table ronde. Les informations avec Emmanuel Noël. Emmanuel Noël et Emmanuel Macron s'est rendu, lui, à Montpellier vendredi dans le cadre d'un sommet Afrique-France pour refonder la relation entre le pays et le continent africain. Oui, le chef de l'État a rencontré une centaine de jeunes de la société civile africaine qu'il voulait écouter plutôt que de convier des chefs d'État africains, une première depuis son organisation en 1973. Durant près de 3 heures, les jeunes intervenants ont sans complaisance fait passer leur message et leur vision de la relation entre le continent et la France. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de vous demander de vous occuper de nos dictateurs. C'est de refuser de considérer comme étant un interlocuteur quelqu'un qui utilise pour rester au pouvoir
les tripatouillages constitutionnels. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de corruption. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer. Je suis d'accord, il faut laver la marmite. On est tous les enfants d'une histoire. Donc oui, on va relever les manches et on va la récurer. Mais il restera toujours des trucs. Voilà, une marmite à récurer et un ton accusateur envers la France. Le président a tout de même tenu à leur faire comprendre de ne pas le tenir responsable pour les erreurs du passé. Un président français bousculé et un sommet dénoncé comme une rupture en trompe-l'œil par plusieurs intellectuels africains. C'était le grand jour pour Édouard Philippe ce samedi au Havre. Il a lancé son nouveau parti Horizon devant 3000 personnes. Oui, 15 mois après son départ de Matignon, l'ancien Premier ministre a dévoilé les contours de son nouveau parti. Un parti qui se veut rassembleur, mais plus tourné vers la droite pour élargir les soutiens au chef de l'État, selon lui. Une initiative qui déplaît à certains macronistes qui redoutent la division à 200 jours de la présidentielle. Édouard Philippe qui veut, je cite, rétablir l'ordre dans nos comptes et dans la rue. Et puis du côté d'Éric Zemmour, la campagne qui ne dit pas son nom continue. Ce week-end, il était présent à Ajaccio pour une véritable rencontre politique de pré-campagne. Une rencontre perturbée par des militants de plusieurs syndicats venus manifester leur opposition aux polémistes. Ils ont diffusé de la musique pour l'empêcher de s'exprimer. Une bagarre s'en est suivie entre des soutiens d'Éric Zemmour et des militants, nécessitant l'intervention de la police. Un prix Nobel de la paix qui récompense le journalisme, ambassadeur de la liberté d'expression. Oui, le fameux prix décerné chaque année a salué la bravoure de deux journalistes pour leur combat courageux pour la liberté d'expression. La Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov sont donc les heureux élus cette année. Une récompense nécessaire pour la lauréate qui s'est exprimée au micro de France 24. Cela montre que le comité chargé de décerner le prix Nobel de la paix a réalisé qu'un monde sans fait signifie un monde sans vérité et sans confiance. Un monde sans vérité et sans confiance qu'ils combattent tous deux dans leur pays. Ils se sont dit fiers de représenter tous les journalistes qui défendent l'idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse priment sur la censure, confrontés à des conditions défavorables. Preuve que cette liberté de la presse est très fragile, le prix Bayeux des correspondants de guerre a récompensé un lauréat sommé de rester anonyme pour sa sécurité après un reportage en Birmanie. Un nouvel attentat en Afghanistan. Au moins 50 personnes ont été tuées lors d'un attentat suicide qui visait une mosquée lors de la grande prière du vendredi. Oui, le kamikaze est entré dans une mosquée chiite de Kunduz, dans le nord-est du pays. Il y a une semaine, l'État islamique a revendiqué déjà plusieurs attentats à Kaboul, un climat d'insécurité qui grandit depuis la prise de pouvoir des talibans. Les talibans qui ont d'ailleurs annoncé avoir rencontré une délégation américaine samedi et dimanche à Doha, au Qatar. Une rencontre axée sur les problèmes de sécurité, de terrorisme et sur la sécurité de voyage des citoyens américains, des autres ressortissants étrangers et de leurs partenaires, mais également les droits humains et en particulier ceux des femmes, un moyen pour les talibans d'obtenir la reconnaissance de la communauté internationale ainsi qu'une assistance pour éviter une catastrophe humanitaire dans le pays. Nouveau rebondissement dans la brouille diplomatique entre le Royaume-Uni et la France sur la question des licences accordées aux pêcheurs français. Oui, la France menace désormais de réduire les livraisons en électricité à l'île de Jersey, des propos tenus par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Clément Beaune au micro de Jean-Jacques Bourdin. Le point clé, c'est quoi ? C'est de dire aux Britanniques: arrêtez de nous dire que vous n'avez plus besoin de nous. Ça n'est pas en tapant sur nos pêcheurs, en nous menaçant chaque jour, que vous réglerez les pénuries. Et donc, nous prendrons, s'il continue, oui, des mesures ciblées de rétorsion. Lesquelles ? Et donc, on peut réguler les flux. Je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Si les Britanniques ne respectent pas leur part, nous ne ferons pas en 100% notre part. Voilà, un climat de tension entre les deux puissances, visible également sur le plan migratoire. Plus de 1100 migrants secourus ou interceptés sur la Manche ces 2 derniers jours selon les autorités britanniques. La tension est montée d'un cran sur le sujet avec la France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réclamé un traité migratoire entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Paris a d'ailleurs demandé à Londres de verser les 63 millions d'euros promis pour financer le remboursement des forces de l'ordre françaises présentes sur les côtes pour lutter contre le trafic migratoire. Un 13e samedi, une mobilisation pour les opposants au pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Oui, un 13e samedi, une mobilisation en baisse avec près de 45 000 manifestants partout en France contre 50 000 la semaine dernière, mais une colère qui s'exprime de plus en plus, surtout depuis les annonces faites par le gouvernement sur la fin du remboursement des tests PCR. Dès vendredi prochain, toute personne non vaccinée souhaitant se faire tester devra débourser 44 € pour un test PCR et 22 € pour les tests antigéniques.
Les personnes vaccinées ayant une ordonnance, elles, se verront remboursées par la sécurité sociale. Un autre moyen d'inciter à la vaccination contre le Covid-19 sans officiellement le dire. La rencontre tant attendue entre la France et l'Espagne pour la Ligue des Nations a fait des heureux côté tricolore hier. Oui, 2-1 contre l'Espagne grâce à Karim Benzema et Kylian Mbappé. Menée au score pour la 7e rencontre, la France s'est ensuite réveillée. Un succès qui fait du bien à un an du mondial au Qatar. Hier, c'était aussi le Grand Prix de Turquie. Et c'est Valtteri Bottas qui remporte le tournoi devant Max Verstappen, arrivé 2e, mais qui reprend quand même la tête du championnat dans le classement. Merci beaucoup Emmanuel Noël. On retrouve notre table ronde. Ligne droite. Je suis pour, je suis contre, pour, contre. La table ronde. Je rappelle que jeudi dernier, le tribunal constitutionnel polonais a jugé plusieurs articles des traités européens incompatibles avec sa constitution. Il considérait que les institutions européennes intervenaient au-delà de leurs compétences. Et c'était donc une façon pour la Pologne d'affirmer la supériorité du droit national sur le droit européen. L'occasion de poser la question avec mes trois invités de cette supériorité du droit européen sur l'État national. Est-il toujours appliqué ? Est-il toujours de droit ? Voilà les questions qu'on se pose aujourd'hui avec Gregor Pupink, docteur en droit, directeur du Centre européen pour le droit et la justice, Sébastien Martin, professeur en droit public et directeur de l'Institut de droit et d'économie de Périgueux, et Jacques Millard, qui était en train de nous expliquer et de développer son sujet, ancien diplomate, membre honoraire du Parlement, maire de Maisons-Laffitte, président du Cercle Nation et République et l'Académie du gaullisme et auteur de ce livre, L'art de la politique, trancher le nœud gordien chez l'Harmattan. Alors Jacques Millard, je vais vous rendre la parole. Justement, vous qui êtes auteur de L'art de la politique, trancher le nœud gordien, alors quelle est la politique qu'il faut mener face, là je reviens sur la France, face à l'Union européenne, lorsqu'elle va au-delà de ses attributions, comme vous commencez à l'expliquer, quel jeu doit jouer la France ? Alors, il faut comprendre que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État interprètent l'article 88.1 de la Constitution dans laquelle nous avons ratifié, nous avons autorisé la ratification d'un certain nombre de traités, dont le traité de Lisbonne. Ils ont placé le droit européen à l'intérieur du droit français et sur le sommet, il y a la Constitution. Donc on voit bien aujourd'hui, et d'ailleurs ça a été posé dans plusieurs arrêts récents où il y a eu l'affaire que la Cour voulait appliquer le droit, le temps de travail aux militaires. Et là, il y a eu un conflit. Le Conseil d'État, finalement, s'en est sorti en réaffirmant effectivement qu'au sommet de l'ordre juridique français, il y a la Constitution et que le droit européen est inclus sous ce chapeau de la Constitution et qu'il peut y avoir des réserves au regard de la Constitution si l'Union va trop loin. C'est ce qui s'est passé justement sur le temps de travail appliqué aux militaires, où ils ont pris une espèce de compromis, où ils ont voulu sauver la face, parce que c'est le Conseil d'État qui avait demandé à la Cour de justice de lui dire quel était le droit applicable, et qu'ensuite le gouvernement français a fait des bonds de cabri et a demandé au Conseil d'État d'écarter complètement l'arrêt de la Cour de justice. Donc on est sorti avec un truc qui est mi-figue, mi-raisin, mais qui réaffirme qu'au sommet de l'ordre juridique européen, il y a la Constitution française. C'est le cas de la Cour de Karlsruhe. Dans le cas de la Pologne, ce qui complique, et ça a été très bien dit par Grégor, c'est qu'il y a un conflit politique de fond qui est, je dirais, la vision qu'on se fait, notamment des LGBT, de l'indépendance des juristes. Et ça a du mal à passer, bien sûr, à Bruxelles, et notamment sous la pression du Parlement européen, qui ont une vision, je dirais, tout à fait, non pas particulière, mais qui est le politiquement correct qui règne actuellement dans l'Union européenne. Oui, mais c'est quand même terrible de se dire que les pays doivent appliquer l'idéologie politique d'une institution européenne. C'est tout à fait vrai. Alors, bien sûr, vous l'avez vu notamment dans les positions de M. Beaune, qui, lorsqu'il s'est rendu en Pologne, a fustigé le fait que certaines provinces et que l'État polonais ne reconnaissaient pas, je dirais, les LGBT. Donc, on voit bien qu'on est dans un conflit idéologique. C'est extrêmement grave, parce que les conflits idéologiques provoquent la crise. Et donc, si ça continue comme ça, c'est la raison pour laquelle de très nombreux candidats, y compris chez les LR, demandent qu'on revisite
bien sûr, l'Union européenne. Et j'ai fait moi-même un ouvrage qui s'appelle « Bâtir l'Europe des réalités », c'est-à-dire l'Europe des nations, avec un socle qui soit un certain nombre de politiques qu'on conduit à Bruxelles, mais tout le reste doit revenir aux États par le principe de subsidiarité. Donc, il est évident aujourd'hui si on continue comme ça, et si sous la pression du Parlement européen, la Commission poursuit ses vindictes à l'égard d'un certain nombre de pays de l'Est, on va avoir une crise. Et ça risque de revenir même également en Europe. Je ne parle pas avec Macron. Macron est un eurobéat, un eurolâtre. Ce qu'il veut, c'est plus de fédération. Ce en quoi il est en porte-à-faux avec, je dirais, les 9/10 des États européens qui souhaitent revenir à plus d'intergouvernemental, à plus de subsidiarité, à plus de souveraineté nationale. Donc on est au début d'une crise qui risque vraiment de secouer. On a besoin d'Europe, il ne faut pas se tromper. On a besoin de coopération européenne, on n'a pas besoin d'intégrisme européen. Professeur Martin, directeur de l'Institut de droit et d'économie de Périgueux, vous avez entendu Jacques Millard. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur le fait que les institutions européennes et juridictionnelles imposent aussi une ligne politique ? C'est ce qu'on a toujours reproché effectivement à l'Union européenne lorsqu'on n'était pas d'accord sur les choix qu'elle prenait. Mais Monsieur Miard, vous preniez l'exemple du temps de travail. Est-ce que ça relève dans le cadre militaire, est-ce que ça relève de la compétence de l'Union européenne ou pas ? Eh ben, du point de vue de l'Union européenne, oui, bien évidemment, puisque c'est une condition de travail et que le travail. Ça n'a pas de sens. Les affaires militaires sont réservées au regard de l'ancien article 36. Non, il faut arrêter. À la politique étrangère et de sécurité commune. Mais non. Bonne raison. Mais du point de vue du temps de travail, du point de vue du militaire, c'est du temps de travail. Et en fait, notre débat avec M. Miard est tout à fait ce qui se reproduit finalement en permanence au niveau de l'Union européenne. Et il y a effectivement des éléments qui, dans le traité, sont prévus pour limiter l'action de l'Union européenne. Mais si on a, par exemple, le règlement général sur la protection des données aujourd'hui qui a été élaboré au niveau européen, c'est qu'on a considéré l'ensemble des États membres qui sont partie prenante au sein du Conseil du pouvoir législatif de l'Union européenne, ont considéré que c'était de la compétence de l'Union européenne. Donc si elle a agi, c'est qu'elle pouvait le faire. Et néanmoins, on voit qu'il y a effectivement certaines habitudes, certaines volontés politiques au niveau national qui ne sont pas d'accord avec les actions qui sont menées par l'Union européenne. Donc, de mon point de vue, mais effectivement, je vais défendre l'Union européenne, lorsqu'elle agit, c'est qu'on a respecté le principe de subsidiarité parce que la Commission, dans chaque projet de règlement ou de directive, est obligée de se justifier en montrant en quoi l'Union européenne apporte une plus-value à ce que pourrait faire chaque État membre avec son droit national. Et donc, les parlements nationaux ont la possibilité d'intervenir pour s'opposer à tout projet de directive ou de règlement. Et si en fait on arrive à des choses au niveau national, si on arrive à ce qu'il y ait des conflits, en fait, on arrive sur des thématiques-là. Effectivement, au niveau polonais, c'est un peu plus fort parce que là, on est sur on est en train, au niveau de l'Union européenne, de regarder comment cet État est en train de se constituer sur le plan institutionnel et notamment sur le plan des institutions les plus fondamentales pour l'État de droit, puisque la Cour de justice remet en cause la façon dont on nomme les juges de l'équivalent du CSM depuis quelques années, etc. etc. Si on vous suit bien, professeur Martin, finalement, on ne peut s'en prendre, entre guillemets, qu'à nous-mêmes, qu'à nous les États, qui avons donné toujours plus de compétences à l'Union européenne. Donc finalement, aujourd'hui, il est un peu facile, c'est ça que vous nous dites, de se retourner et de dire que voilà, maintenant l'Union européenne a trop de compétences. C'est bien ça ? Mais oui, alors après, effectivement, et notre, entre guillemets, conflit avec Jacques Millard le montre bien, est-ce que lorsqu'on parle de l'armée, ça relève d'un travail classique comme le fonctionnaire ou le salarié d'une entreprise, ou est-ce que c'est effectivement une politique, un domaine de souveraineté qui nécessite que l'Union européenne, du point de vue de l'Union européenne, c'est du travail, c'est des travailleurs. Ça ne tient pas la route une seconde.
Je suis désolé, mon cher Sébastien, ça ne tient pas la route une seconde, à telle enseigne que le gouvernement français a sommé effectivement le Conseil d'État de ne pas suivre l'arrêt de la Cour et qu'ils sont sortis avec des pirouettes comme le Conseil d'État sait faire. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est dans un domaine de souveraineté. Aujourd'hui, il y a des dérives, effectivement, parce que la commission fonctionne comme Staline, tout ce qui est à moi, tout ce qui est à toi est négociable. Donc il est exact que les États devraient à un moment taper du poing sur la table. Et ça risque de venir très rapidement. J'ajoute que si vous aviez suivi les travaux de la COPAC, qui sont les parlements nationaux, le rassemblement des parlements nationaux, ils sont vent debout justement sur les dérives institutionnelles et le fait que la commission essaye de s'accaparer tous les pouvoirs. Voilà, la dernière fois où j'ai assisté notamment à l'Assemblée nationale à une réunion des parlements nationaux, eh bien, lorsque vous dites qu'ils ont la possibilité de bloquer, c'est du pipeau. Pourquoi c'est du pipeau? Parce que les procédures sont tellement lourdes. Les procédures pour que les parlements nationaux, il faut un tiers, puissent bloquer, c'est extrêmement lourd et qu'on n'en est pas encore arrivé là. Mais ça risque d'arriver. Parce que ce que vous dites, mon cher ami, c'est que si vous continuez comme ça, on va avoir une crise majeure et on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, je propose qu'on donne quand même la parole à Gregor Pupink, qui n'a pas parlé depuis longtemps, directeur du Centre européen pour le droit et la justice. Gregor Pupink, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut prendre des mesures pour préserver un domaine de souveraineté nationale, comme l'expliquait Jacques Mière? Oui, je pense que on est dans un contexte plus large, qui est celui du mode d'exercice du gouvernement ou de la politique du pouvoir. On a d'un côté un ensemble d'institutions européennes, juridictionnelles, qui sont de plus en plus détachées de l'origine populaire de l'exercice du pouvoir, de plus en plus rationnelles, qui fonctionnent de façon assez séparée. Et face à cela, nous avons, entre guillemets, des restes de l'ancien mode d'exercice du pouvoir fondé sur la souveraineté populaire ou nationale. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est la résistance de gouvernements, déjà en interne, en Pologne, qui essayent d'exercer, de rétablir une forme d'influence du pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire, en disant que le pouvoir judiciaire n'est pas totalement hors sol, ce ne sont pas des commissaires qui fonctionnent sur un logiciel européen extra-national. Donc, ils veulent rétablir le lien entre la population, la volonté politique nationale et les juges. C'est ce qu'ils ont fait en modifiant le mode de désignation des juges en Pologne. Donc, ça va contre ce mode de gouvernance rationnelle, judiciaire, supranationale, qui ensuite, lui, est intégré au plan européen et international et qu'on appelle l'état de droit. Donc deux modes de gouvernement, de pouvoir, deux modes de pensée aussi, qui s'opposent. Et c'est donc d'un côté une forme de pouvoir rationnel, technocratique, à la fois administratif et judiciaire, et qui est convaincu de comprendre le fonctionnement de la société, de vouloir le bien et de savoir le mettre en œuvre malgré les contraintes politiques. Et de l'autre, ce qu'on appelle le populisme, qui n'est rien d'autre que l'affirmation de la légitimité populaire ancienne, qui vient de la volonté du peuple et non pas d'une vision rationnelle de la société. Alors comment réconcilier ces deux mouvements, ces deux résistances Ça peut très bien se concilier dès lors que, moi je pense que l'Union européenne, mais ce n'est pas seulement le cas de l'Union, c'est le cas aussi à Strasbourg de la Cour européenne, sont en train de ruiner largement les efforts qui ont été faits pour les instituer, finalement pour des causes assez secondaires. Je ne pense pas que la politique migratoire ou les questions liées à l'avortement soient des motifs suffisants pour ruiner l'adhésion des pays d'Europe centrale au projet européen. Voilà. Et donc on est en train de ruiner les efforts pour des causes idéologiques parfaitement secondaires et qui relèvent en plus de la volonté nationale. D'accord. Jacques Miard, vous souhaitiez répondre? Alors, Jacques Miard d'abord, ensuite Sébastien Martin. Rapidement, ce que vient de dire Gregor est frappé au coin du bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a le sentiment qu'on va vers le gouvernement des juges, et ça, c'est dramatique. Parce que le gouvernement des juges, ça se terminera mal. Je vais prendre un autre exemple où la CEDH, à propos des procureurs. Les procureurs en France, parce qu'il y a l'unité du corps des magistrats, sont amovibles, peuvent être déplacés, sont nommés sur proposition du gouvernement. Et bien évidemment, ils ne sont pas les juges qui jugent.
parce que les juges chez nous sont totalement indépendants. Mais aujourd'hui, quand on pointe du doigt le fait que les procureurs en France ne seraient pas indépendants, c'est tout simplement qu'on oublie qu'en Angleterre, par exemple, l'accusation publique est portée par la police. Donc, en réalité, on pourrait s'en sortir en créant un statut particulier pour les procureurs, mais les magistrats n'en veulent pas parce qu'on est en plein corporatisme judiciaire. Donc, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des dérives et que ces dérives sont notamment le gouvernement des juges. Et ça, il va y avoir des retours de bâton un jour ou l'autre parce que le seul jugement qu'on doit avoir, c'est le suffrage universel. Parce que c'est aussi simple que ça. Alors, s'il y a un juge Cogens qui vient prendre ça là-dessus, la France a toujours refusé l'application du juge Cogens parce que jusqu'à nouvel ordre, c'est pacta sunt servanda et rien d'autre, c'est-à-dire ce qui est dans les traités, tous les traités, mais pas au-delà. Alors, la parole tout de même au professeur Sébastien Martin. Que répondez-vous à Jacques Millard? Nous dirigeons-nous vers un gouvernement des juges? Alors, je ne pense pas à ça. C'est une critique qui existe depuis longtemps. Elle existe, elle est vraie. Je crois que toujours est-il qu'il y a des élections et il y a la possibilité de changer. Moi, je voudrais juste, de manière générale, répondre à la question de savoir comment on peut assurer l'avenir du projet européen. Oui. C'est la question de l'harmonisation, en fait. Oui. C'est la question de l'harmonisation. Quelle harmonisation on veut ? Si on veut être à 27, il faut absolument qu'on assure une certaine harmonisation. Et je dis bien harmonisation et pas unification. Et comment y arriver ? Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, les États ne sont pas d'accord sur le niveau d'harmonisation qu'ils veulent avoir entre eux. Et ça, effectivement, on a des États, et je suis assez d'accord avec Jacques Millard, comme la France ou la Belgique, et notamment parce qu'on a des dirigeants qui sont en train de mener cette politique-là, veulent une harmonisation relativement forte, et d'autres comme la Pologne, les anciens pays d'Europe centrale et orientale qui n'ont pas envie de revivre ce qu'ils ont pu vivre sous l'ère soviétique, n'ont pas envie d'avoir une harmonisation aussi forte. Mais pour revenir à la guerre des juges, effectivement, il ne faut pas oublier que le seul interprète authentique du traité, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Et mais effectivement, visiblement, elle a quand même son bras armé, la Commission, aujourd'hui. Non, ça c'est excessif. C'est pas excessif, c'est marqué dans les traités. L'organisation internationale, la compétence de la compétence demeure les États. Et vous pouvez lire notamment les très bonnes analyses de Stoffel qu'il a faites dans le Figaro, où il le redit fortement. Attention, vous êtes en train de dériver, ce n'est pas un super État. La Commission n'est pas un gouvernement. Alors, rapidement, Jacques Millard, laissez le professeur Martin terminer, parce qu'ensuite on doit conclure sur cette question. Ce qui est un élément très, très important, c'est de bien avoir en tête que ce qu'on a construit avec l'Union européenne, c'est un modèle tant sur le plan politique que juridique, qui est tout à fait nouveau, qui n'était pas connu. Il y avait les États-nations, il y avait les États fédérés, il y avait le droit international, les relations bilatérales ou multilatérales. Aujourd'hui, avec l'Union européenne, on a créé quelque chose de nouveau et qui se crée en fait au jour le jour. Et je crois que on est encore en train d'apprendre 70 ans après. Au jour le jour. Alors, merci beaucoup Jacques Millard, professeur Martin. Gregor Püping, je ne sais pas si vous aviez un dernier mot à nous donner pour conclure. Je vous remercie. Effectivement, je crois qu'on s'apprête à vivre quelques années intéressantes sur l'évolution de l'Union européenne. D'accord. Je pense qu'il faut si on veut que les institutions européennes perdurent, il faut plutôt faire preuve de réserve et de retenue que d'activité. D'accord. Merci en tout cas à vous trois, Gregor Püping, Sébastien Martin et Jacques Millard. On a bien compris que l'histoire de l'Union européenne était encore à faire pour ne pas tomber, notamment dans un gouvernement des juges, comme l'a évoqué Jacques Millard. Merci à vous trois. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.